Mesdames, Messieurs, bonjour et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Justice pour tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pas comme tous les autres. Nous allons parler de l'avortement sécurisé qui est consacré dans l'article 14 du protocole de Maputo. Et pour en parler donc, je reçois sur ce plateau deux juges. Il s'agit de la juge Octavie Ndunga et du juge Symphorien Kibundila. Messieurs et dames, bonjour. Bonjour, madame. Très ravi de vous recevoir pour parler de l'avortement sécurisé qui est consacré, comme je l'ai dit tantôt, dans l'article 14 du protocole de Maputo. Je disais que messieurs et madame sont membres du REMAP 14 que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour commencer, je vais donc m'adresser à monsieur Symphorien. Vous êtes membre du REMAP 14. Qu'est-ce que nous pouvons déjà savoir sur le REMAP 14? En effet, madame la journaliste, le REMAP est une association qui a été créée par le magistrat civil et militaire afin de promouvoir le protocole de Maputo. Notre République, ou l'État congolais, a ratifié ce protocole le 14 mars 2018. Et après cette ratification, notre association est née le 14 mars 2020, c'est-à-dire 2 années après. Donc au 2e anniversaire de ce protocole après ratification, notre association est née. Notre association est chargée de la vulgarisation de ce protocole de Maputo. Comment le fait-il ou comment le fait-elle? Elle le fait en procédant par la vulgarisation auprès des personnels de santé. Entre autres, vous attendez par là le médecin, les infirmiers et les femmes sages. Il le fait également à ceux qui sont les professionnels de droit. Et là, vous allez entendre les OPJ, le magistrat, les avocats, et qui sont aussi dans le processus de la vulgarisation de ce protocole de Maputo. Nous sommes installés au niveau de la République parce que nous disons que nous vulgarisons depuis la ratification en 2018. Nous sommes dans les 26 provinces en train de vulgariser le protocole de Maputo. Et là, concrètement, nous sommes déjà sur 14 provinces sur le 26. REMAP 14, qu'est-ce que justifie le choix de cette dénomination-là? Comme vous allez le constater, nous allons définir le REMAP 14 signifie quoi? Vous savez que le protocole de Maputo fait promouvoir le droit de la femme. La femme a plusieurs droits. Elle a droit à sa dignité, elle a droit à la succession. Mais ici, sur ces droits sexuels, il y a un droit nouveau qui est celui de l'avortement sécurisé. Et c'est ce droit nouveau de la femme-là, le droit sexuel et de reproduction de la femme. Sur ce droit-là, le REMAP y met beaucoup de temps dans la vulgarisation. Vous allez constater que ce droit-là, à l'avortement sécurisé, se trouve dans l'article 14 du protocole de Maputo en son point 2C. Et c'est comme ça, parce que nous ne vulgarisons que ce nouveau droit de la femme. C'est pour cette raison que notre association est dénommée le réseau de magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo. Qu'est-ce qui nous a conduit à ne promouvoir que spécialement ces droits de la femme et ce droit sexuel? C'est que les enquêtes qui ont été menées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un système des Nations Unies, et également par le ministère de la Santé. De ces enquêtes, il ressort qu'il y a eu beaucoup de cas d'avortement qui ont été criminels, c'est-à-dire qui ont été réalisés soit
par les dames elles-mêmes, par ignorance, soit par d'autres professionnels de santé qui n'ont rien, qui ne connaissent rien du protocole de Maputo. Dans le cadre de la sensibilisation, nous avons suivi à travers différents médias que le REMAP a organisé plusieurs activités. Je vais me tourner vers Madame Octavie. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les activités organisées par le REMAP 14? Effectivement, Madame la journaliste, notre association, financée par le MSI RDC, est en train d'exécuter le projet de la vulgarisation du protocole des Maputo dans la province de la Chopo, ainsi que de la ville de Kinshasa, et ce, au profit des autorités locales, publiques, des magistrats civils, militaires, des OPJ et des avocats. Il faut également retenir que notre association a animé des conférences, des ateliers en vue de la promotion et de la vulgarisation de ce protocole de Maputo. Il faut comprendre que jusque-là, la plupart des droits reconnus à la femme étaient bafoués. Ainsi donc, notre association, le REMAP 14, en collaboration, nous l'avons dit, avec notre partenaire, le MSI RDC, est en train de vulgariser cette loi qui a été ratifiée par la RDC. Nous l'avons dit tantôt tout au début que cette loi, ce protocole de Maputo a apporté une nouvelle loi en ce qu'il autorise aux femmes de se faire avorter, mais cela de manière sécurisée. Il faudrait que la population comprenne que la RDC n'a pas ratifié le protocole de Maputo pour libéraliser ou mieux permettre aux femmes de se faire avorter comme elles le veulent. Non, madame. Il faut retenir que le protocole de Maputo, en son article 14, que nous allons développer au cours de cette émission, a prévu des conditions pour que les femmes accèdent à l'avortement dit sécurisé. Et enfin, madame, vous devez comprendre que toujours dans le souci de nos activités, nous avons profité de l'occasion avec la journée commémorative du droit international de la femme lié à l'avortement, de pouvoir sensibiliser toutes les femmes, ou mieux toute la population congolaise sur le protocole de Maputo. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les différentes activités organisées par le REMAP 14. Un grand merci, madame, pour cette lumière que vous venez de nous apporter au sujet de différentes activités menées dans le cadre donc, de la sensibilisation sur l'article 14 du protocole de Maputo. On en vient donc sur cet article qui consacre l'avortement sécurisé. Ça veut dire on a dépénalisé l'avortement, mais sous quelque forme, si je ne me trompe pas. De quoi est-il question, madame Octavie? Effectivement, madame, il faudrait que nous puissions insister là-dessus. Beaucoup de gens croient que le protocole de Maputo est venu libéraliser l'avortement, donner l'accès aux femmes de se faire avorter comme elles le veulent. Il faut retenir, madame, que notre loi pénale, en ses articles 165 et 166, punit l'avortement dit criminel. Nous avons deux types d'avortement. L'avortement fait sur soi-même, qui est punissable de 5 ans de servitude pénale, et l'avortement fait sur autrui, punissable de 15 ans de servitude pénale, comme nous l'avons dit tantôt, respectivement par les articles 165 et 166 du Code pénal, livre 2. Mais la nouveauté, c'est que le protocole de Maputo est venu lever les sanctions pénales contre les avortements pratiqués conformément aux prescrits de l'article 14 de ce traité que la RDC a ratifié. Et donc, il y a des conditions reprises dans cette disposition légale qui font que les législateurs congolais lèvent les sanctions pénales sur les personnes qui pratiquent l'avortement. Madame, il faut retenir, le médecin n'est pas un OPJ. Lorsqu'une personne a des informations sur une femme qui vient de se faire avorter, que cet avortement n'a pas rempli les conditions prévues par la disposition légale que nous venons d'évoquer, alors là, il faut savoir que cette personne-là est poursuivable sur pied des dispositions légales que nous venons d'évoquer. Mais lorsque le médecin a pratiqué un avortement
conformément aux conditions de forme et de fond prescrits à l'article 14.2c du protocole de Maputo que la RDC a ratifié, mais ce médecin-là ne sera pas pénalement poursuivi. Et il en est de même pour cette femme qui, en remplissant les conditions de fond, se fait avorter. Cette femme-là ne sera pas non plus pénalement poursuivie. Voilà ce que veut réellement dire la dépénalisation de l'infraction de l'avortement. Madame Octavie, avant de parler de conditions, parce que vous avez évoqué qu'il y a des conditions à suivre, des conditions à respecter pour pratiquer cet avortement sécurisé, vous avez dit tantôt que vous avez mené plusieurs activités. Comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que votre message est perçu par ceux qui vous suivent, par la population, quand on sait qu'en République démocratique du Congo, cette question d'avortement-là, peu importe ce que vous dites, peu importe les conditions, est-ce qu'elle est vraiment bien perçue par la population? Madame, et qu'est-ce que vous faites pour essayer un peu de remettre cette population-là sur, si je peux dire, le droit chemin? Madame, je peux vous assurer que c'est un message qui est très bien reçu par la population. Il faudrait savoir que le protocole de Maputo, en son article 14, vient soulager les femmes congolaises, pour ne pas dire les femmes africaines. Vous savez, madame, c'est une réalité que lorsqu'une femme ne désire pas d'une grossesse, que vous le voulez ou non, elle se fera avorter de manière clandestine. Et c'est même les causes de taux de mortalité élevés dans notre pays. Il y a différents rapports des organisations internationales qui en disent. Et donc, l'avortement sécurisé garantit la survie de la femme. Il y avait un problème dans notre pays, un problème de la désinformation. La population congolaise, ou mieux la femme congolaise, n'avait pas accès à l'information. Mais lorsque le REMAP vient en appui, bien entendu avec le partenaire, le MSI RDC, pour vulgariser cette loi méconnue par la majeure partie de la population, madame, je vous dis, en rapport avec les chiffres qui sont donnés par les organisations nationales et internationales, le taux de mortalité dû aux avortements clandestins ont sensiblement baissé. Ça, vous pouvez en être rassuré. Merci beaucoup, madame. Des conditions pour pratiquer l'avortement sécurisé. Je vais me retourner vers monsieur Symphorien, il va donc nous parler de quelques conditions pour arriver donc à l'avortement sécurisé. Merci beaucoup, madame la journaliste, parce que ce sont ces conditions-là qui font de l'article 14 notre point d'ancrage et la dénomination même. Nous venions de parler de différentes sortes d'avortements, comme nous venons de le relever. Les avortements criminels ou clandestins et ceux qui sont relevés aujourd'hui dans le protocole de Maputo, qui sont des avortements sécurisés. Et la voie pour... la voie s'élève pour ce type d'avortement sécurisé vers sa dépénalisation. C'est-à-dire, à l'heure qu'il est, si les conditions exigées par le protocole de Maputo en son article 14.d, c, qui sont des conditions de fond et de forme. Quelles sont ces conditions? Nous partons sur les conditions de fond, pour que la femme soit éligible à l'avortement sécurisé. Nous avons la femme qui est victime de viol, la femme qui est victime de violences sexuelles, la femme qui est victime de l'inceste. Et également, si la santé de la femme est mise en danger par la grossesse, sa santé mentale et sa santé physique est mise en danger par la grossesse, à ce moment-là, la femme aussi est éligible pour cet avortement sécurisé. Nous ne nous limitons tout simplement pas là-bas. Il faut aussi qu'il y ait une mise en danger de la vie de la femme ou du fœtus. Ça, ce sont des conditions de forme. Nous pouvons peut-être nous répéter pour dire et nous faire entendre
qu'une femme qui est victime d'une agression sexuelle, une femme qui est victime d'un viol, une femme qui est victime de l'inceste, parce que vous savez, en famille, il y a des cas d'inceste où un cousin ou le papa d'une fille l'engrosse, c'est une grossesse incestueuse. Il y a également, comme nous l'avons dit, lorsqu'il y a mise en danger de la vie, mise en danger de la santé mentale et physique de la femme. C'est une des conditions aussi qui peut amener la femme à être éligible. Il y a également, comme nous l'avons dit, la mise en danger de la vie de la maman ou de la femme ou du fœtus. Ces trois conditions-là réunies rendent la femme éligible. Ça se concerne la femme elle-même. Mais pour que cet avortement est sécurisé, se réalise selon l'article 14 du protocole de Maputo, il y a d'autres conditions, les conditions qui sont de forme maintenant. Pour les conditions de forme, elles sont rangées en deux. Okay. Primo, tout médecin, toute femme sage, tout infirmier qui doit pratiquer l'avortement sécurisé doit, au préalable, être formé dans des conditions techniques pour cet avortement sécurisé. Et de deux, il ne doit pas pratiquer cet avortement n'importe où. Il faut qu'il y ait des structures médicales. Ces structures médicales doivent être homologuées par les inspections régionales de la santé. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Pour les conditions de forme, primo, il faut que le médecin, les sages-femmes, les infirmiers soient formés sur les techniques de l'avortement sécurisé. Ça, c'est la première condition de forme. Et de deux, il faut qu'il y ait des structures. Dans chacune des provinces, dans certaines provinces dans notre pays, il y a déjà des structures. Mais ces structures-là ont été contrôlées par les inspections provinciales de la santé. Il n'y a que cela et que ces structures-là, si elles ne sont pas homologuées ou inspectées par ces inspections-là, elles ne peuvent pas l'être. Alors, toutes ces conditions réunies, c'est-à-dire les conditions de fond et de forme, vont rendre la femme éligible à l'avortement sécurisé. Mais néanmoins, nous allons dire, la première condition, celle de forme, elles sont alternatives. Oui. Soit la femme est victime d'une agression sexuelle, soit elle est victime d'un viol, soit elle est victime de l'inceste. Si pas ça, soit sa vie est mise en danger, sa vie physique et mentale est mise en danger par la grossesse. Soit également que sa vie est mise en danger par cette grossesse, c'est-à-dire sa vie est celle du fœtus. Pour les conditions de forme, ces conditions de forme sont alternatives, soit l'une ou l'autre. Mais pour les conditions de forme, celles-ci sont cumulatives. C'est-à-dire, pour qu'une femme qui a rempli les conditions d'éligibilité à l'avortement sécurisé, celle-là doit se présenter dans une structure médicale qui a été homologuée par une des inspections provinciales de la santé. Okay. De deux, le technicien ou le professionnel de santé qui doivent appliquer ou exécuter cet avortement-là doivent absolument avoir été formés sur les techniques médicales concernant les avortements sécurisés. Et ce n'est qu'en ayant rempli toutes ces conditions-là que nous aboutissons à la dépénalisation de cet acte d'avortement qui a été réalisé par le médecin sur une femme. C'est-à-dire, le fait là, pour une femme de se faire avorter par cette technique d'avortement sécurisé, par un médecin ou un professionnel de santé qui est formé sur cette technique-là, ou ces techniques-là, tout ce fait-là, même s'il s'agit de l'avortement, mais si ces conditions sont réunies, le fait de ces avortements-là sont dépénalisés. Mais est-ce que nous pouvons dire, en fait, comment s'assurer
effectivement que la personne ou bien la femme qui vient se faire avorter dit vrai. Par exemple, une femme qui évoque l'inceste, par exemple, comment s'assurer qu'elle dit vrai de façon à aider le médecin à ne pas tomber dans l'avortement criminel sans le savoir? Je m'adresse à Madame Octavie. Oui, madame, c'est une très bonne question. Il faudrait que la population comprenne que le médecin n'est pas un OPJ. Le rôle du médecin dans ces cas se limite à acter les déclarations de la personne qui comparaît par devant lui, c'est-à-dire de la femme désireuse de se faire avorter. Le médecin se limite là. Il n'a pas à poser des questions. Qui est l'auteur de cette grossesse? Est-ce que c'est réellement de l'inceste? Non, il ne le fait pas. Vous le savez que le médecin a une fiche. Il le remplit suivant les déclarations faites par la dame. Et il revient à la personne qui a des informations contraires de venir dénoncer pour que cette femme-là soit pénalement poursuivie. Et madame, il y a des cas comme ça. Donc, dans pareille situation, même si le médecin est appréhendé par les services de sécurité ou par la police, le médecin va brandir sa fiche parce qu'il n'est pas un OPJ. Il s'est limité à acter les déclarations. Cette dame qui s'est présentée par devant lui a déclaré que la grossesse est issue de l'inceste. Comme le président venait de le dire, les conditions de fond sont alternatives. Il suffit que l'une d'elles soit remplie pour que la femme soit éligible. Et bien entendu, on va dire, ce médecin a été formé suivant les règles du protocole de Maputo? Oui. Est-ce que la structure a été légalisée? Oui. Et dans ce cas-là, le médecin ne tombe pas sous le coup de la loi. Mais madame, il y a un petit souci. Est-ce que le protocole en soi, l'article 14 du protocole de Maputo en soi, n'a pas quand même évoqué certaines dispositions pour éviter de tomber justement dans ces avortements criminels au cas où il y a un mensonge? Parce que je me dis, peut-être que n'importe quelle femme désireuse de se faire avorter peut utiliser la ruse pour se faire avorter. Comment éviter à tomber dans ce piège-là? Il est vrai, madame, comme nous l'avons dit tantôt, que le médecin n'est pas un OPJ pour se mettre à poser différentes questions à la femme désireuse de se faire avorter qui se présente par devant lui. Mais la population doit concourir, aider tous les acteurs judiciaires à pouvoir trouver la vérité. Il est vrai que dans le protocole de Maputo, les conditions de fond et de forme ont été instituées en vue de mettre fin aux avortements criminels. Mais lorsqu'une femme se présente, oui, avec un mensonge, mais ayant rempli, suivant les déclarations faites par elle, les conditions de fond et de forme, elle est éligible. Mais il revient donc à la société. Nous devons être vigilants. La société, la personne qui a des informations selon lesquelles la femme a menti et que cette grossesse n'est pas issue de l'inceste, n'a qu'à dénoncer. Et en ce moment-là, on va se saisir de cette femme-là. Elle va tomber sous le coup de la loi. Nous l'avons dit tantôt. Il s'agit des articles 165 pour un avortement fait sur soi-même. C'est 5 ans de servitude pénale. Et sur autrui. Parce qu'il faut le savoir que certains médecins peuvent avoir été au courant que cette grossesse n'est pas issue de l'inceste. Une fois que ces informations sont portées devant l'autorité judiciaire, sachez, madame, que ce médecin ainsi que la femme sont poursuivables sur pied des articles 165 et 166 du Code pénal congolais, livre 2. Mais est-ce que depuis que le protocole de Maputo a été publié au journal officiel, je dirais qu'il y a 5 ans déjà, le REMAP 14 a identifié des cas comme ça? Est-ce qu'on a identifié des cas de poursuite contre peut-être des médecins ou des femmes qui ont avorté en violation de cet article? Là, je m'adresse à M. Symphorien. Oui, madame, vous savez que le protocole dans notre pays n'a qu'une vie de 5 ans et notre réseau, effectivement, à l'heure qu'il est, n'a pas encore décelé un cas, bien qu'il y a certains cas derrière lequel le REMAP se trouve, mais ces cas n'ont pas encore abouti à de condamnation. Mais jusque-là, dans l'inventaire de cas de l'avortement sécurisé, le REMAP n'a pas encore enregistré. Et c'est pour cette raison que le REMAP, au sein des structures médicales et sur l'étendue de la République, il est en train de monter de monitoring
pour essayer sur les activités judiciaires, afin de déceler certains cas qui seront érigés comme des jurisprudences. Mais à ce jour, le REMAP n'a pas encore enregistré ces cas-là. Madame Octavie, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a déjà des femmes qui accèdent aux appartements sécurisés en RDC, et ce en application de l'article 14 du protocole de Maputo? Beaucoup, madame. Il y a beaucoup de femmes actuellement qui accèdent déjà aux avortements sécurisés. Nous avons dit tantôt que le REMAP avec le partenaire MSI, nous sommes dans les provinces, dans différentes provinces, notamment la Chopo et la Kinshasa, dans les grandes villes, dans les chefs-lieux, où les partenaires, les ONG internationales, particulièrement le MSI, a eu à former de professionnels de santé. Parce que, madame, il faut retenir que le protocole de Maputo a apporté une innovation. Il a été reconnu pour les avortements dans le temps qui avait été légalisé en 1970 sous le règne du feu maréchal Mobutu. Il n'y avait que les médecins qui avaient le droit de pratiquer les avortements. Et à cette époque-là, il fallait 3 médecins. Mais avec le protocole de Maputo, il n'y a pas que les médecins qui peuvent pratiquer l'avortement. On a ajouté aux médecins les infirmiers et les sages-femmes. Donc, toutes ces personnes-là contribuent à la réalisation des avortements sécurisés. Et donc, madame, vous devez retenir qu'ici, dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de structures déjà formés, des médecins, des structures agréées et des médecins formés sur le protocole de Maputo et qui pratiquent des avortements sécurisés. À vous entendre parler, il y a donc des structures bien spécialisées dans ce domaine-là. Est-ce que nous pouvons déjà en connaître quelques-unes pour Kinshasa, par exemple? Effectivement, madame, il y a des structures, comme nous l'avons dit, mais le REMAP 14 ne dispose pas des listes des centres agréés ou dans lesquels les avortements sécurisés se font. Mais par contre, notre partenaire, le MSI RDC, dispose de cette liste-là avec tous les noms des structures spécialisées pratiquant l'avortement sécurisé. Nous poursuivons avec notre émission. Monsieur Symphorien, en tant que magistrat, comment vous vous comportez entre la lutte contre les avortements criminels que vous êtes appelé à réprimer et les avortements sécurisés qui sont dépénalisés? Mais oui, vous savez, à notre qualité de magistrat, nous sommes protecteurs des droits de l'homme. Entre autres, quand on parle des droits de l'homme, on parle également des hommes, comme on a toujours tendance de le dire, avec grand H, mais je n'aime pas entrer dans ces considérations péjoratives, mais nous menons ces enquêtes avec nos partenaires. Pour le magistrat, le partenaire le plus privilégié, c'est l'officier ou les officiers de police judiciaire, avec lequel, étant juge, ceux-ci donnent le rapport des cas vécus, soit des cas d'avortement criminel ou clandestin, et le plus souvent c'est le cas. Lorsque ceux-ci sont devant un cas d'avortement, pour ceux qui sont déjà formés, parce qu'il y a ceux de magistrats et ceux des OPJ qui sont déjà formés, et des juges qui sont déjà formés et, dans le cadre du protocole de Maputo. Lorsque c'est l'OPJ qui est la première autorité judiciaire à être contacté par ce cas-là, s'il est déjà formé, il va déjà commencer à ce niveau-là à tamiser. L'avortement a été fait, de quelles conditions, et lorsqu'il se trouve limité, il va transmettre ça au parquet. Le parquet aussi va voir, est-ce que les conditions de forme et de fond ont été remplies, et si au niveau du parquet, il trouve que ces conditions ont été remplies, parce que n'oubliez pas que nous avions dit que si les conditions de forme et de forme sont remplies, à ce moment-là, cet avortement, conformément au protocole de Maputo, est dépénalisé. C'est-à-dire que les dispositions du décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal congolais ne seront pas sur ce médecin ou sur cette femme éligible à ces conditions-là, ne seront pas poursuivies. C'est dans ce sens-là que les poursuites continuent conformément, comme Madame Octavie a dit, il y a
de cas d'avortement par lequel les femmes procèdent sur elles-mêmes, ces cas-là sont punissables de 5 ans, comme elle l'a dit. Et sont connus par des tribunaux de paix dans notre pays. Et si c'est le cas, l'OPJ va mettre la main, parce que c'est la première personne, va mettre la main sur cette femme-là, va la transférer au parquet, le parquet qui finira par transférer le dossier ou fixer le dossier à une des juridictions. Et au niveau de juridiction, c'est là où la peine qu'encourt la femme qui a procédé sur elle-même l'avortement, elle aura sa peine. Et effectivement, également, pour la femme qui a procédé à l'avortement criminel par l'aide d'un médecin qui n'a pas été formé dans le cadre du protocole de Maputo, qui ne travaille même pas dans une structure qui a été homologuée par l'inspection provinciale du lieu où se trouve où l'avortement a eu lieu. Cette femme-là et ce médecin-là sont poursuivables. Et c'est sur pied de l'article 66, comme ça a été rappelé ici, de l'article 68 du décret du 30 janvier 1940 portant notre code pénal congolais. Merci beaucoup, M. Symphorien. Peut-être une dernière question avant de chuter. Je vais l'adresser à Mme Octavie. Comment vous justifiez le fait que le droit à l'avortement sécurisé soit un droit humain reconnu à la femme? Merci, madame. Vous savez, il existe plusieurs lois. Le principe connu de tous, c'est que l'homme et la femme sont égaux sur le plan des droits. Autant que la femme a droit à l'accès aux soins médicaux, à la scolarisation, autant elle a droit à l'avortement sécurisé. Ce sont des lois qui ont été instituées, établies en tant que telles. Et madame, il faut retenir que la RDC, comme nous l'avons dit, notre pays a ratifié les traités internationaux. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du droit à l'avortement, beaucoup sont scandalisés. Mais vous savez qu'il y a plusieurs lois internes qui consacrent des droits à la femme, mais ces droits sont méconnus par la population. Et au travers le protocole de Maputo, qui est venu avec cette nouveauté sur le droit à l'avortement, parce qu'il y a différents rapports des organisations des Nations Unies sur la mortalité maternelle due aux avortements. Madame, les chiffres sont très élevés. Comme nous l'avons dit tout au début de cette émission, que vous le vouliez ou non, lorsqu'une femme ne veut pas d'une grossesse, elle va se faire avorter. Et elle le fera de manière clandestine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et raison pour laquelle les législateurs de plusieurs pays se sont réunis en vue de réduire ce taux élevé de mortalité. Et autrefois, il y a quelques années, ce droit n'était consacré qu'aux Occidentaux. On disait que c'était pour les Européens, pour les Blancs. Mais actuellement, c'est pour toutes les femmes africaines. Et là, il faut également préciser que ce n'est pas contraire à nos coutumes et traditions. La femme est maître de son corps, elle a le droit de disposer de son corps. Lorsqu'elle se retrouve en face d'une grossesse non désirée, issue d'un viol, comme nous venons de le dire, dans les différentes conditions de fond qui venaient d'être énumérées par le juge Kibundila, croyez, madame, elle va se faire avorter. Et pour éviter à ce qu'il y ait beaucoup de morts, beaucoup de cas de décès des femmes dus à l'avortement, les législateurs des différents pays se sont réunis et ont jugé bon de pouvoir libéraliser cela, consacrer ce droit à la femme africaine, le droit à l'avortement, mais l'avortement sécurisé, madame. Un avortement qui ne se fait pas comme avant. Vous savez que dans notre pays, nous sommes un pays africain, nous disposons des plantes et de toutes sortes d'herbes médicales. Et vous savez, dans les milieux, voire même pas seulement dans les milieux ruraux, même à Kinshasa, les femmes se font avorter clandestinement au travers des plantes. Et c'est chaque jour que des femmes décèdent suite à ces avortements clandestins. Il ne faut pas l'oublier. Madame,
il ne faut pas vous voiler la face. Les avortements existent depuis belle lurette et les femmes décèdent à chaque minute. Et raison pour laquelle le législateur s'est réuni et a consacré ce droit nouveau qui existe déjà dans les pays occidentaux, a consacré ce droit nouveau en Afrique et particulièrement en RDC, et cela a fait ses preuves. Donc le taux de mortalité a été sensiblement réduit. Je vais retourner à M. Saint-Florian pour peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que nous pouvons de façon très brève retenir de notre sujet du jour? Que retiendrez-vous, madame le journaliste? Nous allons dire que le REMAP, qui est le réseau de magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo, a un grand rôle à jouer dans ces pays. C'est-à-dire celui de vulgariser le protocole de Maputo. Et la vulgarisation est faite à l'égard ou à l'endroit de personnel ou de professionnels de droit, que sont les magistrats, les avocats, les OPJ et les autres chercheurs dans ce domaine-là. Et également les professionnels de santé, que sont le médecin, les infirmiers et les femmes sages. Pourquoi nous allons continuer? Parce qu'à ces jours, étant appuyé par notre partenaire Mary Stop International, MSI, filiale de la RDC, nous disons que la vulgarisation est faite auprès de personnes que nous venons de citer, et également nous rappelons les conditions pour ces avortements dépénalisés. Ces avortements qui ont été exécutés ou appliqués selon les exigences du protocole de Maputo. Comme nous pouvons le rappeler, nous disons que ces conditions de forme que nous avons citées, la femme doit être, pour profiter de ces avantages de l'article 14 du protocole de Maputo, en son point 2c, la femme doit être victime d'une agression sexuelle, victime d'un viol, victime de relations sexuelles incestueuses aboutissant à la grossesse. La femme sa vie doit être mise en danger mentalement et physiquement. Et également sa vie doit être mise en danger par le fait de la grossesse. Et effectivement, la personne auprès de laquelle, ou le professionnel qui doit pratiquer cet avortement-là est sécurisé, doit, primo, être formé dans des conditions techniques telles que voulues par le protocole de Maputo, et de deux, il doit le faire dans une structure homologuée ou qui a été désignée par l'inspection provinciale de la santé. Et nous en profitons pour dire, le REMAP ne vient pas donner cadeau aux femmes. Le REMAP procède à la promotion de leurs droits sexuels, qui est le droit nouveau, qui est celui de l'avortement sécurisé. Il n'y a que la femme soucieuse, parce que là aussi nous avons le dire, même si les conditions sont remplies, il y a le dernier mot qui revient à la femme. La femme peut être victime de l'inceste. Elle garde la grossesse de son père, de son grand frère, de son oncle. Il est demandé à la femme, vous avez une grossesse incestueuse. Voulez-vous que l'avortement soit pratiqué sur vous? Si elle dit oui, les conditions étant remplies, elle va le faire. Si elle dit non, on ne va pas la forcer, parce que c'est son droit. Elle doit jouir de ses droits comme elle veut. C'est comme ça que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de vulgariser cela pour que le taux de mortalité maternelle ou de taux de mortalité lié aux avortements clandestins baisse. Que les femmes soucieuses des grossesses remplissant les conditions évoquées par le protocole de Maputo viennent. Qu'elles ne se mettent pas en tête qu'elles vont
elles sont de trompeuses pour tromper et le médecin et les autres. Elles seront découvertes. Mais si elles sont dans des conditions conscientes pour cet avortement-là, elles seront le bienvenu parce qu'à ces jours, le REMAP, comme des structures médicales, sont appuyées par notre partenaire, le MSI, pour la vulgarisation et l'exécution de ces avortements-là sécurisés, qui nous renvoie vers la dépénalisation de ces avortements. Merci. Par ici, donc, s'achève cette émission qui était consacrée donc à l'avortement sécurisé qui est garanti par l'article 14 du protocole de Maputo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Madame la juge Octavie Mbunga et merci à Monsieur le juge Symphorien Kibungila. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes.